Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Nous sommes en plein mois de juillet, ce sont les vacances partout. Et nous avons mis une partie de l'équipe de rédaction également en vacances pour leur permettre de récupérer. Mais nous n'arrêtons pas de prendre le rendez-vous avec vous tous les mois. Aussi revenons-nous ce soir, mesdames et messieurs, pour une édition de votre magazine qui va vous permettre à certains de revoir des sujets qui ont déjà été diffusés ou pour d'autres de découvrir ce que nous avons montré pendant une première partie de cette saison. Vous l'avez compris, c'est un best-of du magazine Carrière qui commence maintenant dans cette ville de Yaoundé qui grouille de monde, mais surtout de jeunes vacanciers qui vont et viennent. Occasion donc de revoir ce que nous avons montré il y a quelques mois déjà. Installez-vous, mesdames et messieurs. Carrière commence tout de suite. Ce best-of, le sommaire est déroulé par Laurent Bock. Au sommaire de Carrière ce soir, le premier best-of de la saison. Redécouvrez le parcours entrepreneurial de 3 jeunes Camerounais aux visées intéressantes. Frédéric Hebhang, Karine Chamde et Maurice Bikayazobu sont dans le best-of de la rubrique Entreprendre. En Success Story, retrouvez le meilleur des parcours de Patrice Mbala, le discret patron de Downstream Consulting qui emploie plus d'1 millier de jeunes Camerounais dans le secteur pétrolier, de Tomé Epounet, l'architecte écolo qui prône un retour aux matériaux locaux, et de Yanwo Bertha, l'entrepreneur social faiseuse d'hommes. Et enfin, dans la rubrique coaching, Roland Kwemen parle de la 6e qualité d'un leader d'impact, le respect des autres. En inaugurant au mois de février dernier cette 10e saison de votre magazine Carrière, nous vous disions que nous allons désormais passer des initiatives pertinentes à la présentation de véritables entreprises. Comment entreprendre par exemple dans le domaine de l'encadrement des jeunes enfants de la rue ou orphelins, comment dresser des chiens et en faire un véritable business, ou encore quelles sont les modalités pour promouvoir le Made in Cameroun à travers par exemple des établissements, j'entends par là boutiques et autres, mais également le développement des marques. Ce sont là autant de sujets dont nous avons parlé ces derniers mois avec Karine Chamde, Frédéric Hebhang ou encore Maurice Bikayazobu, des jeunes entrepreneurs que je vous invite à revoir dans ce best-of de Carrière en ce mois de juillet 2021. Regardez. Bonjour, Frédéric Hebhang, promoteur des champions du centre d'entraînement et d'hébergement pour chiens, les champions de Capou. Bienvenue chez les champions de Capou. Voilà, je vais vous faire une petite visite guidée des champions de Capou. C'est un centre d'entraînement et d'hébergement pour chiens qui se situe à Yassa. C'est 2000 m², comme vous pouvez le voir, consacré uniquement aux chiens. Dressage, éducation, pension et détente de chiens. Yallah. C'est bien mon chien. Oui mon chien. Oui mon chien, c'est bien. Les champions de Capou, c'est le premier et unique centre d'entraînement et d'hébergement de chiens au Cameroun. On essaye, parce qu'on est une équipe, j'ai une équipe qui travaille avec moi.
j'ai une équipe entière, on est professionnels, on reçoit les chiens, on conseille les personnes, on les oriente sur l'achat du chien, sur le dressage de chien, sur l'éducation de leur chien. On n'est pas là pour faire uniquement du chien et de dire attaque, attaque. Non, c'est tout. On travaille dans la psychologie du chien, on apprend à aimer le chien au client. Et quand on aime le chien, on arrive à avoir le meilleur de ce chien. Allez, yallah. Allez, hop, 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 on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Allez, yallah, yallah, yallah. Voilà, gamin. Il y a une autre branche qui est aussi en place, tout ce qui est sécurité, avec une recrudescence de la sécurité. Donc on aide les familles à assurer eux-mêmes leur propre sécurité avec des chiens. Donc on peut leur vendre des chiens et les mettre à disposition des chiens déjà adultes, prêts à l'emploi. Ça fait depuis 2017 que je suis rentré, qu'on a commencé à construire le centre. Tout le monde au départ se pose la question, c'est quoi ça? Depuis quand il y a un centre pour chiens et tout? Et au fur et à mesure, c'est bien accueilli parce qu'on sent que le peuple, les gens en ont besoin. Les gens ont besoin de chiens, les gens ont besoin de sécurité. Le chien, c'est aussi une compagnie. Ça aide à faire grandir les enfants et à responsabiliser les petits enfants dans la maison et tout. Donc les gens, ils accueillent plutôt favorablement. Ça tourne correctement. Les gens nous demandent des conseils pour les vétérinaires. On les oriente chez les vétérinaires. Nous demandent des conseils pour acheter des chiens. On les aide dans le dressage. Tout va. Viens, mon cher. Tout ce que je peux dire, c'est que soyons honnêtes, travailleurs, et les opportunités, on les aura. Bonjour, bienvenue à l'équipe Carrière. Vous êtes à Péniel Group. Moi, c'est Karine Chamdeux, je vous présente mon entreprise. Déjà, l'une des branches, le secteur du bâtiment et prestations. Je suis la promotrice de deux structures, Péniel Group. La première structure a deux branches, une dans l'imprimerie. C'est la première branche par laquelle j'ai commencé avant de tomber dans le bâtiment. Je pense après 3 ans sur le terrain, j'ai mis sur pied une autre structure, Johannes B Beauty, qui est un institut de beauté, qui également aussi est un centre de formation professionnelle. Ça a traîné peut-être pendant 1 an et demi. J'ai pensé à un concept, j'ai dit voilà, parce qu'en fait, à force d'aller dans les conférences et tous les séminaires, je me suis rendu compte, et étant toujours approché par les entrepreneurs, surtout les artisans, qui la même information en fait revenait, ils avaient de la peine à écouler leurs colis, leurs produits et autres et tout. Et certains, connaissant mon parcours académique et professionnel en tant que, parce que même toute cette structure, que ce soit Péniel Imprimerie, Péniel Ingénierie, j'étais beaucoup plus, si on veut rentrer dans le cadre de l'entreprise, on dira directrice marketing, c'est ça. Mais, donc ça dit que qui cherchait les marchés pour que les techniciens réalisent. Ils m'ont dit, grande sœur, toi tu as fait vente, mets-toi devant et puis tu nous aides à écouler nos produits. Surtout que tu as l'habitude de le faire et tout, peut-être sans t'en rendre compte et tout. C'est comme ça que je pense à transformer l'Institut de beauté, que là où nous sommes là, à un des points Macarion. En fait, le concept, le projet s'appelle les boutiques Macarion, qui font dans la commercialisation, la représentation et la distribution des produits made in Cameroun. Et ce projet, en fait, qui est comme moi un nouveau bébé que j'aime beaucoup, sa particularité, c'est de donner la visibilité aux artisans camerounais, mais aussi en même temps de leur donner la possibilité de pouvoir s'ouvrir au marché. Avec tout le background et tous les atouts que j'ai essayé de capitaliser à mon niveau, j'ai dit pourquoi pas, je vais mettre devant pour les encourager en fait. Donc, c'est comme ça que je développe les boutiques, le projet, les boutiques Macarion. Si tu as une idée qui te traverse l'esprit, ne te dis pas que « Ah, est-ce que je pourrais le faire? C'est pas possible. Comment est-ce que je pourrais le faire ?» Non, tu peux le faire. Tu as l'habitude d'aller dans des conférences, tu as l'habitude d'assister à des séminaires, des ateliers et tout, où on invite des mentors, on invite des panélistes et tout. Rapproche-toi d'eux. Ils peuvent déclencher quelque chose parce qu'en fait, il faut être dans un contexte stimulant
pour ma part. Quand tu te rapproches de ces gens et tout, tu vas essayer d'expliquer, voilà, j'ai ci, j'ai telle vision. Ils vont te dire, ah oui, fais comme ça, fais comme ça. Fais. Mais si tu restes au quartier avec ton idée, ça mourra, hein, ça mourra. Et puis, une fois tu as pensé ton idée et puis tu as pu obtenir un mentor, il faut écouter. Parce que le jeune, en fait, n'aime pas écouter. Moi, je suis arrivée ici parce que je suis arrivée à ce niveau parce que je prends le temps d'écouter. Même le plus petit. Même l'enfant à la maison peut te dire non, tata, il faut pas exclure quelqu'un quand on est en train de grandir. Il ne faut pas exclure les gens. Il faut prendre le temps d'écouter. Et quand tu prends le temps d'écouter maintenant et que tu mets ton projet, il faut y mettre de la passion et de l'engouement. Et il faut mettre aussi un peu de sincérité, d'honnêteté. Salut, bienvenue à l'équipe Carrière. Je suis Maurice Bikaya Zoubou, président fondateur de la Fondation Amour et Souris pour l'enfant africain. Il n'arrive plus à se faire entendre ces enfants qui pleurent de partout, dans nos rues, nos maisons, dans nos villes et dans nos prisons. Amour et Souris pour l'enfant africain, c'est une jeune organisation qui est issue, n'est-ce pas, d'un ensemble de réflexions entre Camerounais et peuples d'Afrique. C'est une réflexion de plusieurs personnes. Et cette association a pour but de valoriser les instruments juridiques internationaux, valoriser, de promouvoir le bien-être des enfants de la rue au Cameroun et en Afrique. Allez dans le texte de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Allez dans les textes de la Charte africaine des droits de l'enfant et du bien-être. Allez dans ces textes, vous allez voir que les instruments juridiques ont déjà encadré, n'est-ce pas, le bien-être de ces enfants. Il ne reste qu'à nous de les implémenter dans nos États. Écoutons ces petites voix. Que faisons-nous de leurs droits? Nos actions sur le terrain, il y a de trois phases. La première phase, d'abord, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les sensibilisations et les enregistrements de ceux qui veulent encore être socialisés. Parce que voyez-vous, dans la rue, là, il y en a qui sont très bons encore et qui sont très récupérables. Il y en a encore dans la rue qui travaillent, qui veulent vraiment retrouver, n'est-ce pas, le cadre familial, qui veulent retrouver le cadre éducationnel, c'est-à-dire qui veulent aller encore à l'école, qui veut s'insérer socio-professionnellement. Qu'est-ce que nous faisons? Nous recensons ces cas, nous les enregistrons. Après cet enregistrement, il y a une autre activité, il y a une autre phase. Nous allons dans les prisons, nous allons au chevet des mineurs, parce que nous avons constaté que 95% des enfants mineurs qui se retrouvent dans des prisons viennent exclusivement de la rue. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'avoir des causeries éducatives avec ces enfants. Nous prenons attache avec l'administration pénitentiaire. Nous discutons aux sorties, n'est-ce pas, de ces enfants dans ces milieux carcérales. Nous essayons de les confiner quelque part dans nos locaux. Nous essayons de discuter et nous travaillons. Et la troisième phase, il est question pour nous, n'est-ce pas, de collecter, n'est-ce pas, les fonds, de nous associer, de nous mettre au travail pour pouvoir participer ou bien pour pouvoir inscrire ces enfants dans différents établissements scolaires qui voudront bien accueillir ces enfants. Nous accompagnons certains qui ont un métier, qui ont appris un métier avant de se retrouver à la rue parce que certains ne se sont pas levés pour se retrouver à la rue immédiatement. Ils étaient d'abord dans des familles, c'est à cause des sentiments de frustration, des comportements méprisants, parfois infériorisants d'un certain nombre de personnes qui vont se retrouver à la rue et dont nous accompagnons leurs rêves. Par exemple, nous avons un coiffeur, un jeune coiffeur qui se retrouvait à la rue et qui voulait à tout prix, n'est-ce pas, exercer son métier de coiffure. Qu'est-ce que nous faisons? Nous l'avons inscrit dans un salon de coiffure et nous sommes en train de préparer comment est-ce que nous allons ouvrir son propre salon à lui pour que demain, s'il y en a des autres qui penchent vers ce métier, plus, n'est-ce pas, aussi bien en bénéficient. Le conseil que je peux donner aux jeunes Camerounais et d'ailleurs aux enfants de la rue particulièrement, l'exemple, vous pouvez prendre de moi, l'exemple, il est devant vous. On peut partir de la rue pour être un grand homme,
pour être un médecin, pour être un enseignant d'université, pour être un vaillant servant camerounais et un servant du monde. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance de coaching. Aujourd'hui, nous parlons du financement des études à l'étranger. Deux principales méthodes de financement s'offrent à vous. Première méthode, le financement par les bourses. Nous distinguons deux types de bourses. Les bourses étatiques qui sont offertes par des pays amis et qu'on peut identifier au travers du MINUSUP ou alors des différents services de coopération culturelle des ambassades. Le deuxième type de bourse, ce sont des bourses offertes par les organisations. On peut citer la bourse Erasmus de l'Union européenne, la bourse d'excellence Eiffel de Campus France ou alors les différentes allocations master doctorat de l'AUF. Le deuxième moyen de financement, c'est l'autofinancement où les familles supportent la quasi-totalité du projet. Les coûts exigés par les États varient selon les différents niveaux de vie. Dans le cas de la France, il est exigé une somme de 7 380 € pour la première année hors frais de scolarité. Nous savons qu'il n'est pas souvent évident pour des familles de pouvoir réunir la totalité de la somme lorsqu'elles se sont engagées. Pas de panique. Studieli, présent aujourd'hui dans 13 pays en Afrique, a mis sur pied des solutions avec des partenaires locaux pour vous permettre de finaliser votre projet en contractant à des crédits bancaires. Au Cameroun, c'est le cas avec Advance. Nous allons terminer par quelques astuces. Premièrement, pour gagner en temps et en argent, faites-vous accompagner par des professionnels de la mobilité étudiante internationale. Deuxièmement, sachez que les études à l'étranger ne sont pas réservées seulement aux riches. Il suffit de s'y prendre à temps, d'avoir toutes les informations et de s'engager. Ensemble, osons votre avenir. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Avec le développement de l'industrie hôtelière, le besoin en personnel de qualité formé selon les standards internationaux est grandissant. Au Cameroun, l'Académie H2T se positionne comme la référence en formation en hôtellerie, tourisme et territoire. Ses résultats, 100% au BTS session 2021, dont la Major nationale, son cadre idyllique enfantent une école de pointe pour une formation de qualité. Académie H2T, les différences d'aujourd'hui, la référence de demain. Prochaine rentrée académique, le 4 octobre 2021. Ma première est une entrepreneur sociale, mon deuxième est un consultant en produits pétroliers, le troisième est un architecte écolo. Ce sont trois Camerounais qui méritent toute notre reconnaissance parce que ce sont de véritables success stories, si on s'en tient d'ailleurs au profil et trajectoires que nous vous avons présentés dans les éditions antérieures de ce magazine Carrière. Pour ce best-of, revoici les extraits intéressants et totalement pertinents de Yenwo Bertha, de Patrice Mbala et de Thomas Epounet que je vous invite à regarder. C'est la success story best-of de cette édition de juillet 2021 sur Carrière. Depuis 15 ans, il dirige l'une des multinationales les plus discrètes mais prospères du pays. Dans son portefeuille employeur, plus de 1000 employés dans les 10 régions du Cameroun et dans 3 autres pays de la sous-région. Son nom, Patrice Mbala,
président-directeur général de Downstream Consulting SA. Un homme discret qui a accepté de s'ouvrir afin de dévoiler son parcours unique et de partager son expérience avec nous. Devant Goul 3 Parakono, à Douala, portrait d'un homme qui garde foi en l'avenir du Cameroun. Douala, quartier B5. Sous une fine pluie, un homme emprunte pour la seconde fois seulement depuis 43 ans le chemin qui mène à l'école où il a obtenu le CEPE, certificat d'études primaires élémentaires en 1977. Je crois que c'était le bureau de monsieur le directeur ici. Ça n'a pas changé. Monsieur le directeur, bonjour, j'aurais aimé vous serrer la main. On le fait comme ça. Patrice Mbala, élève ici, année scolaire 76-77. J'ai eu le concours d'entrée au lycée polyvalent de Bonabéry et le CEP en 1977. 1985. Son baccalauréat c'est en poche, Patrice Mbala rêve de poursuivre ses études à l'étranger. Une ambition qu'il doit vite revoir à la baisse. Après quelques mois en faculté de sciences à l'université de Douala, il est admis à l'ESSEC, l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Douala. J'arrive à l'ESSEC par hasard. Mon ambition est d'être ingénieur. Et à mon époque, l'ingénieur aller à Polytechnique, c'était la crème de la crème. Mais il se trouve qu'il y a un camarade de classe à l'époque dont le père était homme d'affaires, dont lui savait ce que c'est que les affaires. Je ne trahis pas un secret d'État en vous disant que c'est le président de Petrolex. C'est lui qui me conseille, donc me dit, il y a une nouvelle école là, c'est bien qu'on aille là-bas. Je ne suis pas très convaincu. Et un autre ami avec qui on était au journal ici, Tchenche, qui me dit qu'on fasse le concours de l'ESSEC pour s'entraîner au bac. Et on fait donc le concours. Et je pars après m'inscrire en faculté de physique-chimie. Et je ne désespère pas qu'on m'envoie aussi à l'étranger. Et puis les résultats sortent de l'ESSEC. Mon ami Tchenche, qui était ce qu'on appelle vraiment un sujet brillant, est premier au concours d'entrée à l'ESSEC. Moi, je suis premier de la liste d'attente. Cette semaine-là, nous allons en excursion. Il y a une conférence à l'ONCPB. C'était la salle de conférence de Douala, le siège de l'ONCPB. Et le ministre Melingui était le directeur général de l'ONCPB. Donc, il était l'un des intervenants. Quand il prend la parole, s'adressant à nous, les étudiants, il dit « chers collègues ». Il dit « chers collègues ». Et je suis étonné qu'il nous appelle collègues. Après, j'apprendrai qu'il est diplômé de l'ESSEC de Paris. Je me suis bien assis sur le fauteuil et je me suis dit, finalement, ce n'est pas une très mauvaise école. J'ai mis de côté mes rêves d'ingénieur. Je me suis dit, je vais être diplômé de l'ESSEC. Exit l'école. Patrice Mbala doit désormais se lancer dans la vie active. Pour lui, ce sera le secteur des hydrocarbures, un secteur avec lequel il a déjà flirté lors de son stage académique. C'est une histoire d'argent. L'État avait l'habitude de nous donner 50 000 pour préparer le mémoire de fin d'études à l'ESSEC. Mais avec la crise économique, cette dotation a été supprimée pour la première fois. Donc il nous fallait de l'argent pour préparer le mémoire. Et j'ai commencé à réfléchir où est-ce que je pouvais aller et être payé. Parce qu'en principe, les stages académiques n'étaient pas payants. Donc j'ai ciblé le milieu pétrolier parce que ça charrie des fantasmes, notamment en ce qui concerne l'argent. Donc je suis allé, j'ai pu obtenir le stage à Elf Serepka. Et c'est là que j'ai passé 3 mois avant de venir soutenir mon mémoire. Et j'ai été major et je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle Mobile me recrute à la sortie.
Très vite, le jeune cadre commence à gravir les échelons au sein du groupe mobile, au point de devenir l'un des cadres les plus en vue de la firme américaine. Lorsque nous arrivions, on était la deuxième génération des gens qui entraient comme cadres, après la première, parce qu'avant, les gens étaient des cadres, comme on dit, sac au dos. Après un certain temps, nous avons pris le pouvoir aux Occidentaux. Et donc, lorsque moi, je suis confirmé en janvier 91 comme attaché commercial, je travaille, j'ai des bons états de service. Et puis, je suis donc attaché commercial à Yaoundé. Il y a un concours de circonstances, une fois de plus. À l'époque, Mobile avait un grand plan d'investissement. Mobile voulait la lisibilité pour rénover et agrandir son réseau sur les 10 prochaines années. Et ils ont fait venir un expert, un Suisse, Stuzenegger il s'appelait, pour venir voir à Douala et à Yaoundé, partout où on pouvait faire de bonnes stations-service. Il a travaillé à Douala avec quelqu'un qui était en charge de la construction des stations-service des études. Et à Yaoundé, mon patron à Yaoundé mon chef m'a demandé de travailler avec lui. Et on a sillonné Douala, on a sillonné Yaoundé. Et à la fin, quand il rentre à Douala, je l'apprendrai plus tard, le DG lui dit « Oui, ben, votre programme est très ambitieux. Moi, je ne suis pas des gens sur place capables de mener à bien ce programme-là. » Il leur dit « J'ai trouvé un petit à Yaoundé qui en est capable. » Il dit « Ah bon, on me convoque à Douala. » Et on m'apprend ainsi que je vais être en charge de cela après une formation que je vais suivre à Dakar. Et c'est comme ça que je suis nommé. Et le DG me dit, vous avez 1 an pour construire une station. Si vous ne construisez pas, je vous vire. J'ai eu un patron à l'époque qui m'a dit 2 choses. La première, c'est que quand on vous confie un poste, vous avez 3 mois pour travailler comme si vous étiez ancien au poste. Et vous avez 6 mois pour donner envie à vos patrons de vous proposer autre chose, pour montrer que vous êtes déjà à l'étroit sur ce poste-là. Donc ça, c'était le premier enseignement que j'ai retenu. Le deuxième, c'est qu'il m'a dit un jour, vous avez un problème, vous voulez plaire à tout le monde. Il faut savoir qu'un patron n'est pas en campagne électorale. Plus vous allez grimper, plus vous ferez des ennemis. Donc, ayez comme guide votre conscience. Si vous êtes juste, c'est bon. Une ascension fulgurante, la confiance de ses patrons. Patrice Mbala est bien parti pour faire long feu à Mobile. Pourtant, il opère un changement radical de trajectoire. D'employé, il devient employeur en se lançant comme consultant freelance. Moi, je suis parti et après, la grande difficulté, c'était de rebondir. Vous voyez. Parce que quand je pars, je suis en 12G. En 12G, sans avoir 40 ans, ayant voyagé dans le monde entier, etc. Si vous allez ailleurs, j'ai eu des offres. Mais le problème, c'est que quand vous avez eu ce niveau de responsabilité, vous avez de la peine à être encore un employé. Vous avez besoin de certains défis, d'où Downstream Consulting. Comme il pouvait s'en douter, les débuts sont loin d'être aisés pour les 2 compères. Ils ne croulent pas sous les commandes et forcément, il faut cravacher pour s'en sortir. Fort heureusement, arrive le contrat avec Tradex, qui est à ce jour leur partenaire historique. Downstream Consulting devient alors une entreprise de premier plan. Fini les dossiers qui tenaient dans une mallette. L'entreprise est appelée à s'agrandir. Il a fallu relever un défi majeur qui est l'une des causes principales de fermeture des PME, c'est la non-maîtrise de la croissance. Parce que pour passer de 2 personnes plus 1 à plus de 1000 personnes, il faut mettre une organisation qui fonctionne. Il faut mériter la confiance du client historique et stratégique Tradex, pour ne pas le nommer. Il faut l'accompagner dans sa croissance, parce qu'il vous souvient qu'en 2004,
Lorsque nous signons avec Tradex, le grand public ne sait pas ce que c'est que Tradex, même si l'entreprise existe depuis 5 ans, en 1999, mais qui fait dans le trading, parce qu'on n'est pas au courant du trading. Mais c'était déjà une entreprise qui faisait plus de 1 milliard de bénéfices, mais elle n'était pas connue du grand public. Il a fallu préempter les opportunités, sentir qu'il faut accompagner. Lorsqu'on a fini de construire les stations, il fallait les gérer. Tradex nous a demandé de les gérer pour eux. Ça a été une autre activité. On est passé de conseil en opérateur pour leur compte. On gérait les stations pendant 6 mois pour leur compte. Le public était satisfait de la qualité des produits et du service. Et Tradex s'est dit, je ne veux pas changer. Et on est donc passé d'un modèle de mise à disposition du personnel pour lequel on avait pris un agrément auprès du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour accompagner Tradex dans ses gérances directes à une prestation de service qui est la gérance des stations Tradex. Mais en mandat, ça veut dire que nous gérons toutes les stations Tradex de l'Afrique centrale où Tradex se trouve. Nous les gérons en mandat, donc on n'achète pas les produits, ils nous les confient, on les vend, on leur restitue l'argent et ils nous payent à la commission selon les ventes. Rigoureux, professionnel, Patrice Mbala est aujourd'hui à la tête d'une multinationale présente dans 4 pays de la sous-région. Un développement qui va avec la gestion des ressources humaines. Un casse-tête pour lequel il a trouvé sa formule particulière. Les affaires, croyez-moi, ce n'est pas facile. J'en suis arrivé à penser qu'on est homme d'affaires ou on ne l'est pas. Et il faut connaître dans quel camp vous êtes. Soit vous êtes un bon employé, c'est souvent le cas pour les gens qui obtiennent 50 millions, 100 millions, ils partent d'une multinationale et ils vont se lancer dans les affaires. Si vous savez que vous avez une relation avec l'argent qui est bizarre, prenez les 100 millions, faites ce que les économistes appellent les placements de bon père de famille, où le risque est diminué. Parce que les impôts, quand vous êtes employé, la fin du mois, c'est un bon rendez-vous. Quand vous êtes employé, la fin du mois, c'est un mauvais rendez-vous parce qu'il faut payer les salaires. Et vous avez un autre mauvais rendez-vous le 15 parce qu'il faut payer les impôts. Et donc, c'est tout un autre monde. Vous avez, comme un capitaine dans la tempête, vous avez des moments de doute, mais vous devez garder le cap. Et au-delà du quotidien, il faut continuer à avoir la vision. Comme je dis à mes collaborateurs, quand vous avez la vision, c'est bien. Mais quand vous avez des visions, vous êtes bon pour l'hôpital Jameau. Il faut avoir la vision et la faire partager. Un architecte, philosophe. Il n'y a rien de plus sacré que le corps de la femme dans la vie. À son actif, plus de 1000 projets réalisés. Le tout en prenant en retour aux sources sa vision de l'architecture. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que ceux qui ont des bourses très faibles au Cameroun se lancent vers des projets coûteux et ceux qui ne se plaignent pas beaucoup, eux, reviennent plutôt pour construire avec des matériaux locaux. Nous avons passé une journée entière avec cet architecte au parcours atypique et à la vision unique. Portrait de Thomas Epounet, l'architecte écolo. Yaoundé, nous sommes à un taxi du centre-ville, en plein cœur de l'arrondissement de Yaoundé 6. C'est ici, au quartier Biémassi, qu'a vu le jour Thomas Epounet. Je suis né et j'ai grandi à Biémassi, Carrefour, un quartier très chaud de la ville de Yaoundé. J'y ai passé toute mon enfance jusqu'à mon départ du Cameroun. Fils d'un haut cadre de l'administration publique et d'une enseignante, il débute sa scolarité à l'école publique départementale à Messa.
Un établissement qu'il retrouve avec plein de nostalgie en cette mi-journée. Bon, vous voyez que le site a quand même été modifié. Hein. Ce bâtiment a été nouvellement ajouté, celui-là a été ajouté. Vous voyez que celui-là, il est un peu ancien de par sa fondation. Vous comprenez que c'est un vieux bâtiment qui a été juste réhabilité. Donc, pour ceux qui sont passés par ici, au groupe 3, à départemental, connaissent la classe de Madame Epounet. Elle est encore vivante, c'est ma maman. Elle a tenu cette classe pendant au moins une vingtaine d'années. Bonjour. Voilà, non, voilà la classe où j'ai eu le privilège d'avoir mon CEPE. On peut entrer? Bonjour, bonjour. Yeah. Ben, j'avais ma place ici. À l'époque, c'était très compliqué. Hein. On avait les plus travailleurs étaient devant et les autres derrière, quoi. Ici, là, à l'époque, quand tu avais le CEPE parmi les meilleurs du centre, on avait 9 000 francs CFA de bourse. Donc, j'ai bénéficié de ces 9 000 francs CFA de bourse pendant 3 ans. J'ai eu 9 000 francs CFA ici et à Chalatanga, la première année 9 000, deuxième année 9 000. Donc, chaque fois, c'était 9 000 francs CFA de bourse. Nous sommes dans les années 89. Donc, c'est ici que mes premiers pas en architecture ont commencé. Quelques jours avant le CEPE, notre maître nous a demandé de faire le plan d'aménagement de la salle de classe pour présenter aux inspecteurs qui allaient passer, quoi, parce que nous étions partants. Et j'ai eu la meilleure note, j'ai eu 19 sur 20. Et mon plan a été affiché, ben, je ne sais pas trop, ben, maintenant il n'est plus là. Mon plan a été affiché et c'est ce qui m'a donné l'orientation et toute la niaque, quoi, d'aller continuer en architecture. C'est-à-dire qu'après le bac, donc, j'ai travaillé 1 an ici. Voilà, donc pour le compte de l'archidiocèse de Yaoundé, on a fait pas mal de projets. Hein. On a fait la maison de Don Bosco à la Montée-Esseni, on a fait le Sœurs de la Charité en Colbisson, on a fait le Transcend Sauveur en Volier, au niveau de l'imprimerie Saint-Paul. Voilà, et pendant que je faisais le chantier de MMC, dans la chaîne de télé, l'église l'Envolée, à la conférence épiscopale, là, avec le maître architecte des Quakers, c'est comme ça que je fais sa rencontre, qui me dit que je suis très jeune pour ce que je fais là, et il est membre fondateur de 2 écoles d'architecture dans le monde, et il me propose de voir qu'est-ce qui m'arrange, de rester ici au Cameroun à faire ce que je fais là ou de partir. Je suis arrivé en Belgique, voilà, donc j'ai fait mes premiers pas, et mon année de graduat, il n'y avait plus assez de moyens, quoi, pour pouvoir, parce que j'étais non boursier, papa était décédé, maman était retraitée, donc j'ai donc décidé de revenir sur la RD Congo pour faire mon 3e cycle et mon doctorat en Afrique du Sud, ouais, à Homona, à Durban. Son diplôme d'architecte en poche, il nourrit l'ambition de venir s'installer au Cameroun pour y lancer son cabinet. Finalement, c'est au Sénégal et en Angola qu'il commence sa carrière. Le retour au pays, lui, se fera en 2011, année du lancement officiel des activités du cabinet. Moi, je revenais déposer ma bibliothèque en fait. Je ne venais pas m'installer parce que je n'avais même pas l'intention de rester ici. J'avais des propositions à la TAS internationale, à Trans-African Service, le bureau d'études de la BAT qui était installé à Dakar, Conakry, Abidjan et puis en Allemagne. Donc j'ai eu des propositions, j'ai également eu des propositions aux Nations Unies et à la coopération territoriale belge. Donc finalement je suis venu et la meilleure offre pour moi et celle qui me permettait de rester en Afrique, c'était TAS, la Trans-African Service, avec M. Kaba comme directeur général. Nous nous sommes installés à Dakar 6 mois et après 6 mois, j'ai été promu patron du bureau pour pouvoir ouvrir le bureau de l'Angola et celui de la Guinée équatoriale, Malabo. Donc je suis revenu ici, j'ai déposé tous mes effets et je suis allé prendre mon poste à Malabo. Donc j'ai fait Luanda et Malabo, mais bon, le coût de la vie étant très élevé à Luanda, je n'ai pas pu y rester. Ouais, j'ai préféré m'installer à Malabo parce qu'on était à 25 minutes de Douala et puis j'avais la possibilité d'être ici quand je voulais, comme je voulais. Donc je suis resté à Malabo jusqu'en 2007. Et en 2007, j'ai eu une bourse pour aller faire Governance and Development à IOB à Anvers, en Belgique.
Donc j'ai déposé ma lettre de démission, j'ai demandé une demande en bonne et due forme, on me l'a accordé et puis je suis parti en Belgique. Je suis resté 2 ans. En 2011, j'ai donc définitivement décidé de rentrer m'installer au Cameroun. Donc en fait, le cabinet, il est ouvert officiellement depuis 2011. Avec l'aide de son oncle et quelques contacts, les travaux s'enchaînent. Le petit cabinet commence à recevoir des commandes, même si les clients sont quelque peu réticents. Contrairement aux autres, Thomas Epounet et son équipe ont une philosophie différente et une vision unique de l'architecture. C'est simplement de faire comprendre aux Camerounais qu'on peut faire du bon et même du très bon avec ce que nous avons de localement disponible. Parce que c'est de très vieilles techniques de construction que nous sommes en train de remettre sur pied en donnant une allure d'un peu plus moderne, quoi. C'est en quelque sorte le retour à l'authenticité, quoi. Et nous avons tout. Nous avons des matériaux, nous avons le climat, nous avons les vents, nous avons tout ce qu'il faut pour être les meilleurs. Pourquoi nous ne le sommes pas? Nous sommes en Fida, village situé dans l'arrondissement d'Akona, département de la Meufou-et-Akona. Thomas tient à nous montrer l'application de sa philosophie architecturale. En plein cœur de la canopée, non loin de bâtisses historiques et autres maisons d'habitation en torchis, se dresse fièrement ce chantier en cours de finition. L'argile cuite, hein. Voilà. Donc vous n'avez rien de plus exceptionnel, hein, pour la construction que l'argile cuite. On peut également faire les mêmes dimensions avec de la latérite stabilisée, voilà, pour atteindre des résultats exceptionnels comme ça. Donc le parpaing est poreux. Voilà. Par contre, l'argile, elle est compacte, elle est dense. Oui. Donc là, vous avez sensiblement du 3 à 4 mégapascal. Hein. En termes d'écrasement, vous voyez que c'est un matériau lourd, donc il est très isolant. Voilà. Et puis même quand on cogne, vous sentez c'est compact. Voilà. Donc c'est de très gros avantages pour des bourses réduites, 2, des gens qui veulent un confort et c'est à vie. Ben voilà l'implémentation du maison ici. Par exemple, vous voyez, on a 7 mètres de haut, oui, de hauteur sous plafond, ouais, pour pouvoir libérer le confort thermique à l'intérieur, c'est-à-dire que la circulation du vent, pour qu'il y ait du confort, pour que le renouvellement soit par effet cheminée, ok, et que par là, on a une ventilation transversale. Donc, avec une maison pareille, vous voyez que l'économie en termes de coût de consommation de l'énergie, oui, parce que c'est énorme de venir faire une maison pareille et de penser qu'on peut mettre de l'air conditionné, la clim, comme on appelle communément ici. C'est pas possible, vu l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, du coup, il faut rendre les maisons moins énergivores. Si aujourd'hui, le cabinet qu'il dirige revendique pas moins de 1000 projets livrés à travers le monde, réussir à convaincre les clients à revenir à l'authenticité africaine que prône notre architecte n'a pas été une tâche facile. Ça n'a vraiment pas été facile, hein. Je vous assure qu'il y a des anecdotes incroyables. Ben, il y a des clients qui sont arrivés jusqu'à me faire signer des engagements sur l'honneur. En fait, c'est des problèmes culturels, hein. C'est des problèmes culturels, c'est des problèmes anthropologiques même à la limite, hein. Oui, c'est-à-dire que les gens tournent le dos à ce qui nous a bercé, ce qui a fait de nous ce que nous sommes devenus, pour pouvoir copier ce qui vient de l'autre côté. Pourtant, en faisant un alliage, on a une philosophie à nous, on a un produit à nous qui est exceptionnel. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire aujourd'hui que pour 10-15 millions de francs CFA, tu peux avoir la plus belle maison du monde et tout le monde t'envie. Ils ne croient pas. On vit toutes les misères du monde. Depuis qu'on a bousillé les fondamentaux, on vit toutes les misères du monde. Vous voyez comment est-ce que les gens sont mal logés. 80% de toutes les maladies que nous avons dans la vie viennent du logement, de l'inconfort. Oui, donc les gens ne se rendent pas compte. Mais la première thérapie dans la vie d'un être humain, c'est son lieu résidentiel. Donc il faut qu'on y revienne, qu'on y songe et qu'on revienne rapidement à l'authenticité. Un exemple à suivre.
Notre architecte l'est devenu à force de travail et de persévérance. Aujourd'hui, il s'efforce à transmettre son savoir aux nouvelles générations à travers les nombreuses institutions où il enseigne. Je dis aux jeunes architectes qui sont pleins là-bas que observez le corps de la femme, observez les rondeurs, vous observez l'équilibre qu'il y a entre les différentes sections du corps de la femme, vous voyez que c'est le résumé de la vie de l'homme. Vous n'avez rien de plus sacré que le corps de la femme. Tout ce que nous vivons, la voiture est calquée sur le corps de la femme. Vous allez d'ailleurs voir que la plupart de l'orientation de nos conceptions, pour les designers et autres, on dit la voiture, la maison, l'église. Tout est féminin en conception. L'unique et la seule valeur que nous avons dans la vie, c'est le travail. Et on connaît tout ce que le travail entraîne, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup de contraintes, beaucoup d'injustices, mais au bout du compte, on est épanoui. Donc l'unique et la seule chose à retenir, c'est la persévérance. Il faut être persévérant dans la vie. Quand on a fait des choix, il faut les assumer et il faut tenir à aller jusqu'au bout. À 60 ans, c'est une boule d'énergie qui ne s'arrête jamais. Que ce soit à l'école dont elle est la fondatrice, au milieu des femmes de l'association dont elle est la présidente fondatrice, ou à l'école entrepreneuriale pour jeunes femmes qu'elle a initiée, Bertha Yiberla, épouse Yenwo, est constamment en mouvement. Un travail quotidien au milieu de personnes à qui elle essaye, avec ses moyens, d'inculquer des valeurs de travail, humilité et surtout de discipline. Rencontre avec une femme qui a fait de l'encadrement de ses congénères sa priorité depuis plus de 20 ans déjà. I am a people building somebody. Nous sommes quelques jours après la rentrée scolaire. Dans une ambiance marquée par le contexte particulier qu'impose la Covid-19 à la communauté éducative, nous avons rendez-vous avec une dame qui a fait de la formation et de l'encadrement des femmes sa vie, son combat au quotidien. C'est tout sourire qu'elle nous accueille au bas de son bureau pour nous faire visiter l'Institut Mike Denny qu'elle a fondé et dirige depuis 2015 au quartier Djungolo. Wow, George, you're welcome to Mike Denny. Thank you very much. I won't shake your hand. We'll just Thank go you. like this. But still respecting the barrier measures. Exactly. So we are in Mike Denny School. Can you tell us about this school? You created the school in 2015. Exactly. What took you to education? Training women. I took my retirement in 2015 and I decided, since I've been building people, I've been doing everything about education, educating women, and now it's about educating young kids. So I started this education because the young children need that character. What we're doing here is about character education, teaching those values. And when you listen to the name of the school, it's Michael and Dennis, Mike Denny. Two very people who are so important to my life. They were very honest people. I've taken those values from them and I want to inculcate to other children at an early age. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to our classroom. Thank you so much. The motto of our school is respect, courage, and responsibility. Okay, thank you so much. Sit down. Pour la mise en avant de cette éducation de valeur, le cadre et les infrastructures dont dispose l'Institut Mike Denny ont été pensés à dessein. De la maternelle au secondaire avec cycle complet, l'Institut offre un cadre moderne et fiable dans un environnement calme, propice au développement de l'enfant. I grew up in Vap, a neighborhood in Kumbo subdivision. I come from very God-fearing parents, and going to church was the first thing in the morning.
En 1980, nanti d'une licence en sciences juridiques à l'université de Yaoundé, la seule du pays à l'époque, Bertha Iberla, qui entre-temps s'est unie à Aivo Yenwo, qu'elle a rencontré à Kumba, entame une carrière dans la fonction publique. D'abord comme agent contractuel de l'État, à la faveur du recrutement de 1500 diplômés des universités lancé par le gouvernement. Elle est affectée au ministère de la Justice, où elle se sent à l'étroit au bout de quelques années. Quelque peu frustrée de voir des collègues moins instruits qu'elle jouir d'un meilleur statut social du fait de leur passage à l'ENAM, elle décide alors de reprendre ses études en passant le concours de l'école d'administration et de magistrature. Avec le soutien conditionnel de son époux, Yenwo Bertha parvient à entrer à l'ENAM en 1990. Elle en sort 3 ans plus tard avec le grade d'inspecteur des impôts. Elle entame alors un parcours qui va la conduire à la tête de différents centres des impôts dans la ville de Yaoundé. It was not easy, but very interesting. When we started in taxation, 1993, we worked as women, we worked very hard because we had, at that time, the system in taxation changed drastically. Because at first, a taxpayer would come to the tax center, declare the taxes, and would go and pay into the treasury somewhere. But the tax system at that time changed, where you liquidate an individual's tax, and the person pays the same. A lot from taxation, and especially when they started the management by objectives, looking for results. That one helped me because I learned, first of all, to manage myself. Managing yourself means you have to be disciplined and determined. I also learned how to manage people. C'est cet apprentissage sur le terrain qui va donner à Bertha les aptitudes nécessaires pour se lancer résolument dans l'encadrement. En 23 ans comme inspectrice des impôts puis inspectrice principale, elle a appris et compris les codes de la gestion des ressources humaines. Elle a surtout appris à être un bon leader. When you're looking for results, it's not easy. You have to prepare, you have to be somebody who is disciplined. You must be somebody who has values. Because personally, I like honesty. Nous retrouvons Bertha Yenwo quelques jours plus tard. Nous sommes toujours au sein du campus de son école qu'elle a fondé au moment où elle prenait sa retraite en 2015. En ce début d'après-midi, les élèves ont laissé place à un groupe de femmes au milieu duquel se plaît notre hôte. Si elle danse allègrement autour de ses sœurs au rythme des chants traditionnels en lamsa, sa langue vernaculaire, c'est avec ces dames que Yenwo Bertha a inscrit les plus belles pages de son histoire. Elles sont toutes membres de l'association Nso Bati Women's Association, un regroupement de femmes toutes issues du département du Bui dans la région du Nord-Ouest. Une association fondée en 1996. Ici, nul besoin d'artifice ni de make-up. Bertha se sent en famille et conserve son sourire particulier qui lui rappelle sa tendre enfance en vain. Nso Bati Women's Association was created in 1996 with the aim of bringing the Nso women in Yaoundé together to come out to build a solidarity and later on to develop themselves. So the motto has been unity, solidarity and development. Since we are a part of the women's empowerment, following the Ministry of Women's Empowerment and the Family, following their principles, we had to change the way we handled our meetings, and we came up with the Women's Economic Empowerment, which is the Sustainable Development Goal number 5. When we orientated the women on the Sustainable Development Goals number 5, empowering women economically, we divided the group into 3 committees. We have the Economic Committee, the Social Committee, and the Cultural Committee.
26 ans après sa création, l'association qui compte à ce jour 5 démembrements à travers le pays a permis à de nombreuses femmes de se réaliser économiquement et socialement. Le tout grâce à l'encadrement de celle qui est affectueusement appelée Mom. Entendez, maman. That is the way they call me. They say, just say Mom. Well, at first, but I accept because when they call me Mom, I'm very closer to them. I become very close to them. If they don't, when they say that, at least I have to see as a mother, to see how I can lift them. And that is what I've been doing, lifting women. I am a person building somebody. Nemo, 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 Mama. Precious gift, I love you, Mama. Si elle a commencé avec l'association des femmes, aujourd'hui, Yen Woberta compte 7 associations et groupements d'intérêt sous sa férule. Des groupes qui fonctionnent en réseautage pour une meilleure coordination de leurs activités et une entraide plus effective. Le réseau Tab One. In Tab One Support Network, we have 3 cooperatives, and these cooperatives are the Bongaba Bayam Women's Cooperative, we have the Bongti Cooperative, and we have the Safik Cooperative. So with these cooperatives, people have been able to carry out activities that can change their lives. We also have Girls for Change, that is an association of young girls that in every October you find them. The young girls from the Yaoundé, they go back home and orientate other young girls into the study, promoting the study of sciences, STEM subjects. And when you look at this Tab One Support Network, the groups have been networking, supporting each other while waiting for funding, that if we can have any funding for this association. If I don't worry, she not sleep. Oh, every day, Mama pray for me. I'm a John Maxwell leadership coach in training, and I have to acquire the mentorship training so that I want to impact and to build these young girls. I'm a people building person. So I need to see the young girls so that they should not have the same fate I had. Nous poursuivons ce best-of première partie de l'année 2021. La saison 10, mesdames et messieurs, a été ouverte avec une série de coaching dédiés aux qualités d'impact du vrai leader, aux qualités du leader d'impact pour être plus précis. Et c'est Roland Komen qui nous a entretenus jusqu'ici. Aujourd'hui, il déroule la 6e qualité du leader d'impact. Il nous parle notamment du respect, respect dû aux autres. De quoi s'agit-il? Comment le développer? Voici ses conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bienvenue à la rubrique coaching. Nous sommes toujours dans la série des 10 façons d'agir en champion ou alors les 10 qualités des leaders d'impact. Lors de l'édition précédente, nous avons parlé de l'intégrité. Aujourd'hui, nous parlerons du respect des autres. Nous voulons tous être respectés puisque nous trouvons important que les autres nous respectent. Alors, il est indispensable que nous ayons ce même comportement envers les autres. Car, comme on le dit, le respect est mutuel. Par exemple, mettre votre téléphone de côté et porter votre attention sur ceux qui vous parlent. Il y a une application pour ça. Ça s'appelle le respect. Alors, comment se faire respecter des autres? 1. Nous devons respecter les autres d'abord. En 2, traitez-vous avec respect. Donc, vous respectez. En 3, ne médisez pas. Comme on le dit au Cameroun, pas de Congo-ça. En 4, soyez bon dans ce que vous faites. En 5, honorez ce que vous dites. En 6, comportez-vous correctement. En 7, soyez ouvert aux critiques. En 8, soyez tout simplement vous-même. En 9, levez-vous
pour ce en quoi vous croyez, vos convictions. Et en 10, soyez des véritables modèles. Le respect est un élément important pour l'estime de soi et la confiance en soi. Or, le manque de confiance en soi pousse à trop rechercher le respect des autres. Alors que les attitudes conseillées ici amènent le respect des autres et améliorent en même temps l'image de soi et donc la confiance en soi. Chers leaders d'impact, je vous invite à respecter les autres si vous voulez vous faire respecter. Pour cela, nous devons passer de la motivation à l'action. Les visages à moitié masqués cachent presque la consternation du jour. Ce monde, venu rendre un dernier hommage à Jérôme Minland, l'affronte pour la dernière fois, tête baissée. Your love is kind. L'arrêt à la morgue de la garnison militaire de Bonanjo, malgré la violente pluie qui s'abat sur la ville, est un passage obligatoire pour le cortège des obsèques de ce chef d'entreprise que l'on conduit dès ce jour vers sa dernière demeure. Élites traditionnelles, collègues et amis se sont rendus à son domicile au quartier Bonanjo à Douala pour lui témoigner une dernière fois leur sympathie. Au rythme des chants et cantiques exécutés en français et en langue bassa, il se remémore le souvenir de cet expert comptable qui était aussi gardien de la tradition, promoteur du festival Mboklia. Ambiance toujours morose à Malmian-sous-Bois, son village. Des témoignages fort poignants sont tenus à son endroit et les cérémonies traditionnelles sont exécutées devant un parterre de personnalités s'étant mobilisées pour la circonstance. Au terme des offices religieux, l'ancien expert comptable de la soixantaine est emmené vers son lieu de repos, accompagné par le regard triste mais bienveillant de ses proches. Thank you for loving me too much. Alors, la tour. Vous êtes là? Yes. 2, 3, go. Carrière, le best-of pour cette saison 10. Nous arrivons au terme de cette première séquence de l'année. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir. Nous sommes en compagnie sur ce plateau de Lidivine Kuiche, mais également de Sonia Kabé, deux jeunes femmes stagiaires Jireri. Elles sont en formation au Cameroun ici et nous les accueillons pendant quelques mois à In and Out Production. Elles travaillent sous la coordination de Alain Kwame, qui est le réalisateur de ce magazine. Georges-Nel Messi a coordonné la rédaction et préparé cette édition. Arnold allait derrière la caméra, je le salue bien chaleureusement. Vous l'avez compris, ce sont les vacances. On travaille en gardant le sourire, en s'amusant un peu, parce qu'il faut faire des choses avec passion pour réussir. C'est ce que nous disons tous les jours dans Carrière. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous le mois prochain pour la seconde séquence du best-of de la 10e saison. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Avec le développement de l'industrie hôtelière, le besoin en personnel de qualité formé selon les standards internationaux est grandissant. Au Cameroun, l'Académie H2T se positionne comme la référence en formation en hôtellerie, tourisme et territoire. Ces résultats, 100% au BTS session 2021, dont la Major nationale,
Son cadre idyllique en font une école de pointe pour une formation de qualité. Académie H2T, les différences d'aujourd'hui, la référence de demain. Prochaine rentrée académique, le 4 octobre 2021.